Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le sourire, je ne devrais pas, parce que le thème que je vais aborder est extrêmement grave. C'est la dernière sortie, la dernière saillie de Monsieur Salah Abdeslam. Monsieur Salah Abdeslam, une chance pour la France, qui a participé à cet événement historique qui s'appelle le Bataclan. Événement historique puisqu'il signe le fiasco total de l'immigration qui nous a amené l'islamisme et l'ensauvagement et qui n'en finit pas. En fait, l'attentat continue. L'attentat continue. Et il continue sous la forme d'un procès. Et ça, c'est ce que les juges français n'ont pas compris, ou n'ont pas voulu comprendre, ou ne sont pas foutus de comprendre, je ne sais pas. En tout cas, nous sommes tous des victimes maintenant de l'incurie de ce procès et du terrorisme qui continue. Maintenant, nous sommes dans un terrorisme, disons, sarcastique, à base de sarcasme, un terrorisme, c'est la phase politique de l'attentat. Là, avec un imbécile, un monsieur qui a le profil d'un chaouche, Salah Abdeslam au Maroc, il aurait été un chaouche, c'est-à-dire un type qui sert le café. Là, on en fait un héros par la bêtise des Français, des élites françaises, des institutions. Je ne juge pas le peuple. Alors, monsieur Abdeslam, il a dit, voilà, il a dit au juge, vous m'avez traumatisé, vous avez bousillé ma vie depuis 6 ans, à cause de vous, ma vie est un enfer. Grosso modo, je me permets de citer cette grande éminence de la pensée islamique. Et c'est la deuxième mort. C'est la deuxième mort des victimes du Bataclan. C'est aussi c'est un deuxième attentat pour les blessés, parce qu'il n'y a pas eu les morts. Parce que la mort est une libération, surtout quand on croit en Dieu, on rejoint Dieu. Mais quand tu perds ta mâchoire à cause d'un mec comme Salah Abdeslam et tes acolytes, quelle vie tu as après, même si on te l'a reconstruit ta mâchoire? Quel traumatisme, quelle douleur physique. Voilà, c'est un deuxième attentat. C'est une deuxième balle tirée dans la mâchoire, dans les côtes, dans le corps des victimes du Bataclan. Et c'est une victoire du terrorisme, puisqu'il humilie les juges français, donc il humilie l'État français. C'est ça le but du terrorisme, hein, c'est de rabaisser, c'est de déviriliser, littéralement de castrer l'État français. C'est ça le but du terrorisme, parce que les terroristes disent on n'a pas l'arme nucléaire, on n'a pas de missiles, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on sait te castrer. C'est ça ce qu'ils font. Et là, mais d'une manière figurée, Salah Abdeslam a craché sur la République française. Et la République française ne lui a pas rendu son crachat. Bon. C'est une tribune pour le terrorisme. C'est comme Fidel Castro lors du procès de la prise de la Moncada, je crois, dans les années 50. Batista, le dictateur, a commis l'erreur de juger Fidel Castro alors qu'il aurait fallu l'exiler ou le liquider. Et il a commis l'erreur de rendre le procès public, ce qui fait que Fidel Castro a pu exposer dans toute sa splendeur sa verve et son argumentation. Là, vous avez quelqu'un, Salah Abdeslam, qui tient la route face au juge et il dit voilà, je suis une victime. Dans une société de victimes où la logique de la victime fonctionne, eh bien, il leur ferme le clapet. C'est ce qu'avaient fait d'ailleurs je ne le mets pas sur le même plan, ce qu'avaient fait les grands militants anticolonialistes, les grands militants indépendantistes du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Afrique. Ils avaient cloué le bec aux Français en leur disant liberté, égalité, fraternité. Ils leur disaient écoutez, vous nous avez enseigné la liberté, l'égalité, fraternité, et vous nous discriminez dans les colonies. Ce qui fait que le colonialisme s'est effondré de lui-même. Et là, ce que fait Salah Abdeslam, très intelligemment, il retourne l'argument de la victimisation de la pleurnicherie, qui est la base même de notre gouvernance. Parce que s'il n'y avait pas la pleurnicherie, la repentance, la victimisation, la mauvaise foi, il n'y aurait pas l'immigration. Parce que l'immigration ne se justifie pas. Le grand remplacement ne se justifie pas, sauf si tu dis aux Français, ben, vous êtes des méchants, donc vous devez être remplacés. Ben, ce que dit M. Abdeslam, il dit voilà, moi je suis une victime. Voilà. Donc, bien joué. Troisième point, M. Abdeslam nous montre le ridicule de nos institutions. Toutes nos institutions, tous nos rituels sont ridicules. Nous sommes des caricatures de nous-mêmes, avec nos histoires d'accoutrement, de travestissement de cette justice qui ne sert à rien. C'est beaucoup de millions d'euros, beaucoup d'études, beaucoup de diplômes de la magistrature, beaucoup de pognon de dingue, comme dirait Macron, qui ne sert à rien, puisque nous sommes infoutus de punir. La mission principale de la justice, c'est la punition. Je vous renvoie à Michel Foucault, surveiller et punir. Nous avons un État français qui est infoutu de surveiller, sinon il aurait prévenu les attentats du Bataclan, quand même, chapeau à la DGSE, et nous avons un État qui est infoutu de punir, une fois que le crime a été commis. Et c'est ce que nous dit Salah Abdeslam, il nous dit vous êtes des moins que rien, vous êtes des minables, vous êtes des pantins,
Vous êtes des faibles parce que vous ne punissez pas. Et une société qui ne punit pas ne mérite pas d'être respectée. C'est ce que nous dit Salah Abdeslam. Il est en train de nous cracher dessus parce qu'il nous dit vous n'êtes pas valable. Les talibans valent mieux que vous. Le Liban vaut mieux que vous. La Syrie, la Côte d'Ivoire, le Mali pèsent plus que vous parce qu'ils sont capables de punir. Alors nous, ça ne nous plaît pas parce que nous, on se croit issus de la cuisse de Jupiter, à commencer par le président. Parce que nous avons inventé le téléphone, le GSM, l'iPhone, le nucléaire, le Concorde. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Nous avons oublié l'essentiel, la punition. Et c'est pour ça que vous avez une grande partie de la diversité qui nous crache dessus. Pas toute la diversité, une grande partie. Parce que nous ne sommes pas foutus de punir. Et les gens, ils ont un cerveau reptilien. Ils ont ce qu'on appelle la sagesse populaire, l'inconscient collectif. Et on sait très bien qu'une société doit punir. Si elle ne punit pas, eh bien, elle ne nous protège pas. Donc pourquoi on va s'assimiler ou du moins respecter une société qui ne punit pas? Cette diversité-là nous crache dessus parce que comment dirais-je, l'accès à notre société est très facile. Il n'y a plus de rite de passage, il n'y a plus de service militaire, il y a plus de, et les papiers français sont donnés comme ça, c'est le droit du sol. Voilà. Tu peux avoir un casier judiciaire, tu as le papier français, tu peux cracher sur la France, tu as le papier français, tu peux dire nique ta mère, tu as le papier français, tu peux frapper ton prof au collège, tu as les papiers français à 18 ans. Eh bien, je m'excuse de parler comme ça, mais c'est comme les filles faciles. Malheureusement, elles ne sont pas respectées. Eh bien, la France est devenue une fille facile. Parce que les papiers sont donnés comme ça. Eh bien, c'est comme une taverne. Bien, normalement, dans la taverne, tu ne vis pas dans la taverne, tu ne prends pas soin de la taverne. Parce que c'est un lieu où tout le monde va pour faire n'importe quoi. Dans les toilettes de la taverne, tu fais pas très attention. Tu pisses un peu à droite, à gauche de l'objectif. Tu craches par terre. Enfin, c'est pas ce que je fais, mais je vous donne, c'est imagé. Eh bien, la France est devenue une taverne, comme dirait très bien Monsieur Attali, la star de la semaine. Hein. Rappelez-vous de son texte sur l'Ukraine qu'on a décrypté. Comme dit Monsieur Attali, la France est devenue un hôtel. J'ai envie de dire un hôtel de passe. Voilà. Donc, il n'y a pas de sentiment d'appartenance parce qu'il n'y a pas de sentiment. Parce que, je vais essayer de reformuler ça. Le rite de passage, tu le détestes pendant le rite. Mais une fois que tu l'as passé, tu le valorises et tu te dis waouh, j'ai intégré une société dont l'accès est difficile. Donc je suis bien, donc je suis fier de la société. Plus le rite de passage est dur, plus le dépassement de ce rite, plus ton succès, plus ce rite est valorisé. C'est comme les sociétés d'étudiants aux États-Unis, les gamma, alpha, oméga, tout ça, il y a des rites de passage, de bizutage assez hallucinants. Mais les gens qui passent le bizutage, ils fabriquent le bizutage l'an suivant. Ils le pratiquent parce que pour eux, parce qu'ils savent que quand tu passes le bizutage, tu te dis waouh, j'ai intégré une société d'élite, ça vaut quelque chose. L'armée, ça sert à ça. Pourquoi il y a la cohérence, il y a la cohésion dans les rangs? Parce que tu as le service militaire, tu as le parcours du combattant. Tout ce qui est difficile, tu le valorises. Malheureusement, la société française n'est pas difficile d'accès. Elle est ouverte aux 80. Dans des sociétés africaines, là je parle d'Afrique, hein, je ne parle pas des blancs suprémacistes vikings, hein, il y a des rites de passage assez hallucinants, où carrément on te simule la castration, où carrément on te brûle. Il y a des sociétés, s'appelle le Bouiti, au Gabon, le vieux Gabon, le Gabon authentique, où c'est réservé aux seuls hommes, et carrément, enfin, on te met dans la boue, on te terrorise la nuit, avec des histoires de monstres et tout ça. C'est pas humain, c'est de la torture. Mais tous ceux qui passent le rite, ils ont l'impression d'avoir été promus. Or, aujourd'hui, devenir français, c'est pas une promotion. C'est juste une... Je vous dis, c'est un ticket d'entrée dans une taverne où tu te défoules. Voilà, donc c'est pour ça que notre société... Pour ça que vous avez des Salah Abdeslam de degrés divers. Vous avez des gens qui vous lancent des grenades sur la gueule, d'autres qui vous brûlent les Champs-Élysées à chaque match de foot de l'Algérie, et d'autres qui vous crachent à la gueule, ils vous disent nique la France, et qui sont même invités chez Ruquier, Ardisson. Ça s'appelle la culture française moderne. Hein. D'accord? Ou qui sont même invités à l'Élysée, hein. D'accord? Parmi les amis du président. Donc, pourquoi? Parce que, d'une part, on ne punit pas, donc on ne vaut rien. Quand tu ne punis pas, tu n'es pas respectable. Et quand tu es une fille facile, voilà, désolé de dire comme ça, mais tu n'es pas respectable. Voilà, c'est les deux pieds sur lesquels on ne marche plus. Donc voilà, sur le cas Abdeslam, en fait, on revient de loin. On revient de loin parce que la justice française, elle a toujours été très dure. Très très dure. Elle a toujours su punir. Je me rappelle Bon, il y avait la peine de mort, mais bien avant la peine de mort,
il y a eu des châtiments physiques. Il y a eu un châtiment physique qui m'a beaucoup marqué. Vous savez, quand les Français ils ont envahi l'Égypte avec Napoléon, la Kléber, tout ça, je crois qu'un Égyptien a tué Kléber. Je crois que c'est Kléber. Un attentat dans la rue, tout ça. Là, pour le coup, l'Égyptien il avait raison, parce que les Français envahissaient l'Égypte. Là, je le comprends, l'Égyptien qui tue Kléber. Ou il aurait même tué Napoléon. Mes amis corses m'excuseront. Quand tu envahis la terre de quelqu'un, tu deviens une proie halal, je veux dire. Bon, pour le dire comme ça. Là, Abdeslam, il envahit la France. Les Français sont les indigènes. D'accord? Les Français sont les indigènes pour Abdeslam. D'accord? C'est lui le colon. Donc c'est lui qu'il faut pourchasser, punir. Là, en Égypte, bon, Kléber a été tué. Qu'a fait l'armée? Je crois que c'est Kléber, vous me corrigerez. Qu'a fait l'armée française? Bon, Napoléon, ici, il est parti en France, il a abandonné les troupes, il est parti faire sa carrière en France. Bon, c'est comme ça, c'est l'histoire. Les Français, ils ont pris l'Égyptien, j'ai oublié son nom, et ils lui ont brûlé le poing avec lequel il a tué Kléber, je crois, où il y avait le poignard. Ils lui ont brûlé le poing jusqu'à l'os, vivant, évidemment. Donc le type, imagine le type, il est vivant, il est immobilisé, on lui brûle le poing jusqu'à ce que l'os soit apparent. Bon. Donc on revient de loin. Donc les Français étaient capables de punir. Là, on revient de loin. Là, on est devenu une justice en mini-jupe avec la réinsertion, Madame Belloubet qui vous dit qu'il faut mettre des téléphones dans les prisons. Voilà ce qu'on est devenu. Voilà. Donc je pense qu'il y a un juste milieu entre le poing brûlé du pauvre Égyptien qui n'a fait que défendre son pays et la justice en mini-jupe. Voilà. Donc ici, donc voilà. Donc je hais le radicalisme. Donc là, aujourd'hui, vous avez les radicaux de la mini-jupe et de la réinsertion. Et du pardon, et tu n'auras pas ma haine. Bah, je pense qu'il faut un petit peu bouger le curseur pour revenir dans le domaine du bon sens. Ce qu'il a manqué à M. Abdeslam, c'est 2 baffes. Oui, 2 baffes. Et s'il avait été jugé au Maroc, duquel il est originaire, il n'aurait pas parlé au juge comme ça. Parce que déjà, la police marocaine, il lui aurait donné 2 baffes le premier jour. Déjà pour le réveiller, pour lui montrer qu'ici, on n'est pas à Disney World. Et croyez-moi, ça lui aurait rendu service. Je suis contre la torture. Mais 2 baffes, ce n'est pas de la torture. C'est juste un rappel un rappel à la loi, j'allais dire. Pour paraphraser M. Dupond-Moretti et nos magistrats décadents. Parce qu'ils sont décadents. Quand tu vois ce que leur dit Salah Abdeslam, quand tu vois l'état de la France, l'ensauvagement de la France, voilà, bien sûr, c'est des magistrats décadents, je suis désolé. Voilà, parce que le logiciel de M. Abdeslam, il est plus proche de l'Égyptien qui a eu le poing brûlé que de Robert Badinter qui nous a dit il faut l'honneur de la France et il faut enlever la peine de mort. Je suis désolé. La réalité, elle est têtue. Moi, j'aurais aimé que M. Abdeslam ait le logiciel et la mentalité de Mme Belloubet, de Mme Chiappa, je sais pas moi, de Madame Guigou, une grande marocaine de Marrakech. Voilà, malheureusement, c'est un Méditerranéen, c'est un Maghrébin. Il appartient à une civilisation où la punition, elle est brutale, excessive. Jadis, quand tu parlais mal du sultan au Maroc, on te coupait la langue, ou même du caïd, coupait la langue, d'accord? Chez nous, elle est brutale la punition, elle est rapide. On n'en a pas 6 ans de procès, elle est rapide. Aujourd'hui au Maroc, grâce à Dieu, l'homicide est jugé en 3 mois. En France, vous mettez 6 ans. Et tout le monde est en sursis en attendant de je sais pas quoi. Bon. Et elle est collective. C'est-à-dire que chez nous, on te casse la gueule à toi, ta famille. C'est comme ça. Moi, j'appartiens à votre civilisation. Enfin, je la mettais au passé. Un imparfait. Je mettais votre civilisation au-dessus de la mienne. Mais je me revendique des autres. Des deux. Je suis marocain et français de civilisation. Occidentale. Là, je commence à me poser des questions. Mais là, c'est un autre sujet. Donc moi, je ne suis pas pour une justice, pour une punition collective. Mais je vous dis comment nous, on fonctionne. Et vous avez amené cette civilisation-là, la mienne, chez vous. Après, vous désolez, comme se sont désolés les avocats de la défense hier, ou je ne sais pas quoi, les avocats des victimes, se sont désolés de l'insolence de monsieur Abdeslam. Ou les juges se sont désolés de son insolence. Mais les gars, c'est vous qui avez commis ça, collectivement. C'est vous, la France, qui avez amené le Maghreb chez vous. Le Maghreb ne vous a pas forcé les frontières. C'est vous qui avez dit venez, le droit à l'accueil. Donc là, vous allez devoir gérer les conséquences. Vous avez un code pénal, une vision de la justice
qui est en antagonisme frontal avec ce dont ont besoin ces populations. Je parle de besoin. Chez nous, si la justice n'est pas brutale, n'est pas rapide, célère, et n'est pas, j'allais dire, collective, si tu veux, eh bien chez nous, on n'est pas à l'aise. Nous ne sommes pas à l'aise. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des espèces qu'il y a un tel mépris de la part de la diversité par rapport à la France qui leur a tout donné. C'est l'ingratitude de certains immigrés. Parce que vous ne leur rendez pas service. Vous les rendez mal à l'aise avec une justice qui est juste une blague dans leur conception. Dans leur conception. Moi, je comprends la civilisation des mœurs de Norbert Elias. En fait, vous êtes tellement civilisés, vous les Français Européens, que vous avez une justice aujourd'hui qui ne veut plus punir. Très bien, mais ça, c'est un problème entre Français. Comme dirait Madame Rokhaya Diallo, ou je ne sais quelle grande figure de l'indigénisme, c'est un problème de blancs. Là, vous n'êtes plus entre blancs. Donc, il faut tirer les conséquences de ce qui se passe. Si M. Salah Abdeslam avait reçu 2 baffes, enfin, si vous l'avez donné aux Marocains, il aurait traité le juge de Sidi et Moulay. Il aurait dit Moulay le procureur et Sidi le juge. Je plaisante, je ne pratique pas la torture, je ne veux pas de la torture. Mais je dis que parfois 2 baffes ont un caractère émancipateur. Dans ma vie, j'ai reçu une seule baffe de mon père, croyez-moi que ça m'a émancipé pour longtemps. J'ai envie même de remercier feu mon père de m'avoir donné cette baffe-là au bon moment. D'accord? Il y a certaines baffes qui sauvent des vies. Bon, la question de fond, la deuxième question de fond, donc la première c'était quelle justice pour Salah Abdeslam? C'est pas la justice des Blancs, j'allais dire. Et la deuxième question de fond, c'est est-ce qu'il fallait un procès juridique, judiciaire, je ne sais plus s'il faut dire juridique ou judiciaire, ou est-ce qu'il fallait un procès politique? Évidemment que les juges ne sont pas câblés, ils n'ont pas les épaules assez larges pour faire le procès qu'il fallait au Bataclan à Salah Abdeslam. Ce n'est pas un problème technique. Le problème de Salah Abdeslam, ce n'est pas un problème de code pénal. Ça, c'est, comme dirait De Gaulle, l'intendant suivra. Ça, on s'en fout. Qu'est-ce que vous pouvez faire à Salah Abdeslam? La perpétuité, c'est pas assez. Le découper en morceaux, c'est pas assez. Au fond, bien sûr qu'il faut le punir sévèrement. Mais la punition toute seule n'est pas suffisante. Il faut un procès politique parce que Salah Abdeslam est un acteur politique. C'est Fidel Castro à la Moncada. C'est Fidel Castro de l'islamisme. C'est Fidel Castro d'islamisme. Il est en train de faire sa propagande électorale, il est en train de faire sa propagande politique. Il vous parle comme un acteur politique. Il faut le traiter comme un acteur politique, il faut le neutraliser comme un acteur politique et non pas comme un repris de justice. Ce n'est pas seulement un terroriste, c'est un agent politique. Il sert une cause. La cause, j'en ai parlé dans mon livre, de la diversité au séparatisme. Je vous donnerai c'est un e-book, je vous donnerai la description. Ceux qui me suivent le connaissent. La cause, c'est la cause de la civilisation maghrébine qui s'installe en France. Salah Abdeslam est un agent politique, c'est un instrument politique d'un peuple nouveau qui s'installe en France par la violence et pas seulement. Par la violence, par la démographie, par le fait accompli. Le fait accompli. Je ne sais pas qui a dit que les hommes raisonnables acceptent le fait accompli. Je ne sais plus, je crois que c'est Hippolyte Taine. Il a dit les hommes raisonnables finissent. Voilà. Il y a un peuple qui s'installe en France qui n'est pas français. C'est un peuple afro-maghrébin, plutôt musulman, dont les terroristes sont le porte-drapeau, mais pas seulement, pas seulement. Certains rappeurs, certains joueurs de foot, voilà. Bon, c'est un grand sujet que j'ai traité dans mon livre. Donc, comment on lutte contre un acteur politique? Eh bien, avec un procès politique. Bon sang. Il faut démonter point par point l'idéologie de M. Abdeslam. Ça, c'est pas le problème d'un juge. De toute façon, le juge, en général, il est islamo-gauchiste. Donc, le juge, il est pour le grand remplacement, parce qu'il croit que la France mérite de disparaître. Donc, si tu veux, qu'est-ce que tu veux que le juge dise à Salah Abdeslam? Il va lui dire merci. Il va lui dire merci. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui dise? Salah Abdeslam, bon. Le jugement, il doit être politique. Il faut argumenter contre ces gens-là. Ça, c'est le travail des universitaires et des hommes et des femmes politiques. Il faut aussi ridiculiser Salah Abdeslam. Il faut se foutre de sa gueule. Il faut le diaboliser, le ridiculiser. C'est comme ça qu'on fait un procès politique. C'est le procès qu'on fait à Jean-Marie Le Pen, à Marine Le Pen, à M. Dupont-Aignan, à Zemmour. On traite Zemmour pire que Salah Abdeslam. Zemmour est ridiculisé, dévitalisé, ostracisé. On lui envoie, enfin, on se fout de sa gueule en permanence. Vous voir comment le journaliste lui parle, on dirait qu'il parle à un toutou. Mais monsieur Zemmour, vous vous rendez compte, vous allez provoquer la guerre civile. Bon sang, Abdeslam, il vous a arraché, il a arraché la mâchoire de vos enfants à Paris, au Bataclan. Qui fréquente le Bataclan? Ce n'est pas les enfants des immigrés.
Ce pas les enfants des paysans du Berry ou de la Gascogne. Ce sont les enfants de la bourgeoisie bobo. Le mec, le mec est mieux traité que Zemmour, ou que Le Pen, ou que Dupont-Aignan, ou que Philippot. Eh bien, les mecs, c'est un procès politique qu'il faut contre Salah Abdeslam. Le problème, c'est que ce procès, il est impossible. Pourquoi il est impossible? Parce que tu ne peux pas mettre Abdeslam au pilori et ne pas citer à la barre, comme on dit, hein, ses complices politiques et idéologiques, qui sont la gauche et la droite française depuis 40 ans. Il n'y aurait pas eu Abdeslam s'il n'y avait pas eu SOS Racisme, s'il n'y a pas eu Badinter, s'il n'y a pas eu Jacques Attali, Alain Minc, Mitterrand, s'il n'y a pas eu Touche pas à mon pote, s'il n'y a pas eu toute la gauche, toute la droite. Il n'y aurait pas eu Abdeslam s'il n'y a pas eu la Libye, M. Sarkozy, M. BHL, M. Juppé, qui ont transformé la Libye en un... Qu'est-ce que c'est que devenu la Libye? C'est un magasin Amazon. Tu sais, un centre de distribution Amazon où on te prend les terroristes, on les forme et on te les envoie par Lampedusa avec la complicité des ONG. C'est ce que devenu la Libye. Merci, M. Sarkozy. Tu ne peux pas faire le procès de Salah Abdeslam sans amener M. Hollande à la barre. M. Fabius. Quand je dis complice, vous m'avez compris, ils n'ont pas échangé des messages sur Telegram avec Abdeslam. Ils ont fait pire. Ils ont fait pire. Ils ont justifié la présence de Abdeslam. Parce qu'Abdeslam, il n'y a pas de loup solitaire. Les loups solitaires, c'est dans les films. On n'est jamais solitaire. On fait toujours un attentat pour un public. Et Abdeslam parle à son public, qui est ce peuple nouveau, ce peuple immigré. D'accord? Et deuxièmement, il y a toujours des réseaux d'appui. Regardez à Baoud, en Seine-Saint-Denis. Toute cette clique-là du Bataclan, tout ça, ils avaient des réseaux d'appui. Tu n'agis jamais tout seul. Tu n'agis jamais tout seul. Donc, qui a préparé ce terreau humain? La gauche et la droite, immigrationniste. La Commission européenne, il faudrait que Mme Merkel vienne. Monsieur Barroso, je cite les gens qui étaient aux affaires à l'époque. Il faudrait qu'ils viennent. Il faudrait que la CEDH soit citée. La CEDH qui rend presque impossible l'expulsion des clandestins, même fiché S. Il faut que les juges viennent. Il faut que M. Soros descende dans l'arène. M. Soros descende du ciel dans l'arène. C'est ça le procès qui n'aura jamais lieu, parce que c'est le procès de notre bourgeoisie. Ce sera le procès des 40 dernières années. Comme dit, au Maroc, nous avons beaucoup de sagesse populaire. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, malheureusement, la sagesse populaire marocaine et maghrébine, elle vous est cachée par un océan de racailles qui donne de nous une image hideuse. Bon, comme ça. Cette racaille, nous l'avons mal éduquée nous-mêmes aussi. Hein. Ce n'est pas seulement votre faute, c'est aussi notre faute. Mais bon, notre sujet. Un très bon dicton marocain dit tu ne peux pas dire au lion qu'il a mauvaise haleine. Qui va dire au lion, à la bourgeoisie, qu'elle a mauvaise haleine? Celui qui dit ça, il est foudroyé sur place. C'est la mort sociale. C'est Renaud Camus. C'est Zemmour. Encore Zemmour. Hein. Zemmour, c'est un miraculé. Alors. Qui va dire à la bourgeoisie qu'elle a mauvaise haleine? En arabe, on dit bon, c'est pas, j'arrive pas à le restituer, je crois que c'est ça. Bon, peu importe. Qui va dire au lion qu'il a mauvaise haleine? Donc, ce procès de la bourgeoisie, ce procès politique, le seul qui doit nous intéresser vraiment, il est impossible. Donc, la bourgeoisie aura son procès quand il sera trop tard. Quand Fidel Castro aura pris le pouvoir. Parce que quand Fidel Castro a pris le pouvoir en 1959, il a mis tous les bourgeois cubains dehors. Hein. Ça donne le film de Andy Martinez, comment il s'appelle là, le très bon film où vous voyez le grand départ des bourgeois cubains, le grand remplacement par les classes laborieuses cubaines. Le grand départ vers Miami. Eh bien, où sera le Miami de notre classe dirigeante? Je crains, vu leur mauvais goût à nos chers chefs, qu'ils se cacheront tous à Dubaï ou à Abu Dhabi dans le kitsch, parce que c'est une bourgeoisie beauf. Ceux qui ont bon goût et qui ont pris les devants ont déjà acheté des riads à Marrakech ou à Fès. Je les croiserai et ils seront peut-être mes voisins. J'espère qu'ils changeront de trottoir parce que je leur rappellerai leur... Non, je ne leur rappellerai rien parce que moi, nous avons grand cœur. Notre cœur est chaud, notre cœur est grand. Nous ne sommes pas comme eux, nous n'avons pas la haine. Eux, ils sont habités par la haine d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ramènent l'islam en France. Vous voyez ce qui est arrivé à Attali.
Attali, pardon, pas Attali, Monsieur Tapi, feu Monsieur Tapi, Dieu ait son âme. Ce monsieur a tellement détesté lui-même sa propre classe qu'il a contribué à une politique qui a amené les migrants en France, les migrants qui l'ont tabassé chez lui, devant sa femme. Ça m'écorche la bouche de raconter le malheur des autres, mais c'est ça la réalité. Notre bourgeoisie, c'est ça. C'est pas une bourgeoisie puissante. Notre bourgeoisie, elle n'est pas puissante. C'est pas la bourgeoisie du 19e siècle qui va explorer le monde, qui va coloniser l'Afrique, qui va investir dans les emprunts russes, qui va faire le canal de Suez. Les Saint-Simoniens, c'est pas rien, quand même. Qui a fait le canal de Panama? Les Américains nous l'ont volé. Ces Américains auxquels nous baisons la main religieusement aujourd'hui, ils nous ont piqué le canal de Panama. D'accord? Cette bourgeoisie-là, cette grande bourgeoisie-là, c'est pas la nôtre. Nous avons une bourgeoisie aujourd'hui de cocus, de victimes de violences. Il faut imaginer quand même ce que c'est qu'un. Je ne traite pas M. Tapi de cocu, c'est juste une image. Quand même, ce que c'est que notre bourgeoisie, elle promeut des politiques qui finissent par introduire des migrants, des clandestins, des envahisseurs, qui du tiers-monde chez eux pour les cambrioler. C'est ça aujourd'hui l'état de notre bourgeoisie. Donc après, M. Abdeslam, c'est pas un point. M. Abdeslam, ce n'est qu'un symptôme. Ce n'est qu'un symptôme de notre de notre époque, d'une bourgeoisie décadente. Je ne suis pas marxiste, ni Marx, je suis pas marxiste, mais si Marx a dit ça, ben si Marx a fait ce diagnostic-là, de dire que la bourgeoisie finira par avoir notre peau, eh bien écoute, c'est un grand génie. Vraiment, c'est le génie ultime. Allez, j'espère avoir été utile. Cette vidéo sera enregistrée, diffusée mercredi. Demain, jeudi, on parlera certainement du Venezuela. Encore un tir dans encore l'Occident, la bourgeoisie occidentale qui se tire une balle dans le pied avec le pétrole vénézuélien. Vendredi, nous aurons un live. Et venez nombreux, on parlera de tous les sujets qui fâchent et qu'il faut rigoler, parce qu'il faut bien rigoler de notre malheur. À demain jeudi, ciao.